Salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 4 mars 2026 et notre cher ami, notre frère Matthew Ho est avec nous. Bon retour parmi nous, Matt. Welcome back, Matt. Salut Nima. Let me start, Matt, with the war. Finally, Permets-moi de commencer, Matt, par la guerre. Enfin, elle a éclaté. Et c'est la tristesse de cette guerre, une nouvelle guerre au Moyen-Orient. Toi et moi en avions parlé avant qu'elle ne commence. Elle a eu lieu et elle a débuté le 28 février. Nous envisageons maintenant ce qui pourrait être plus de 4 ans de guerre. Jusqu'à présent, d'après ce que nous avons entendu de l'administration Trump, nous ne savons pas exactement pourquoi elle a éclaté, combien de temps elle durera, ni quels sont les objectifs de cette guerre. Et lorsque Marco Rubio a été interrogé sur les raisons de son déclenchement, voici ce qu'il a répondu. Why did it happen? Here is what Marco Rubio said. Ça allait être une action israélienne. Nous savions que ça provoquerait une attaque contre les forces américaines et nous savions que si nous ne les attaquions pas de manière préventive avant qu'ils ne lancent ces attaques, nous subirions davantage de pertes et peut-être encore plus de morts. Ensuite, nous serions tous ici à répondre à des questions sur le fait que nous le savions et que nous n'avons pas agi. Tu nous as dit qu'Israël allait frapper l'Iran et que c'est pour ça qu'il fallait qu'on s'implique. Aujourd'hui, le président a dit que l'Iran allait obtenir quoi? Oui, votre affirmation est fausse. Ce n'est pas ce qu'on m'a demandé, très précisément. Étiez-vous là hier? Oui, d'accord. Maintenant, est-ce vous qui m'avez posé cette question? Vous avez dit, sommes-nous intervenus à cause d'Israël? Et j'ai répondu, vous m'avez demandé, est-ce que vous faites un suivi? Et j'ai dit non. Je vous ai dit que cela devait de toute façon se produire. Le président a pris une décision, et la décision qu'il a prise était que l'Iran ne serait pas autorisé à se cacher derrière son programme de missiles balistiques, que l'Iran ne serait pas autorisé à se cacher derrière sa capacité à mener ses attaques. Cette décision avait été prise. Le président a décidé de détruire systématiquement cette capacité terroriste. Il a littéralement donné 2 explications différentes, 2 raisons différentes pour ce qui s'est passé. Quelle est votre compréhension de cela? Et cela concerne tout le monde. La Maison-Blanche, le cabinet, les représentants de Trump au Congrès et les médias. Je veux dire, on entend des choses différentes selon les personnes, souvent à quelques minutes d'intervalle. Il y a eu un briefing pour les membres du Congrès où les républicains sont sortis en disant ce qu'ils pensaient de cette guerre. Ils disaient des choses différentes, alors qu'ils sortaient littéralement de la même salle de conférence. On a donc vu cette incompétence flagrante de la part de cette administration, non seulement dans la communication autour de cette guerre, mais aussi dans sa mise en œuvre. Il est évident que l'administration a déclenché cette guerre sous la pression des Israéliens, ou selon un calendrier qui ne correspondait pas à sa propre logique, et certainement pas à son niveau de préparation. Je veux dire, les informations que nous avons vues émanant du Pentagone, comme le briefing d'aujourd'hui, montrent qu'il n'avait pas toutes les forces nécessaires dans la région. Je pense que certaines des premières attaques contre des installations américaines à travers le Moyen-Orient ont eu lieu parce que ces installations n'étaient pas prêtes. Il y a cette vidéo, et c'est anecdotique, bien sûr, mais on voit un marin à Bahreïn, dans ses quartiers, dans son appartement, filmer une frappe de drone. Et il semble assez évident qu'il ne savait pas que cela allait arriver, qu'il n'y avait eu aucun avertissement, qu'on ne lui avait pas dit de se mettre à l'abri. En particulier, il ne faut pas rester devant sa fenêtre quand un drone approche, tu vois? Je veux dire, le métal en fusion traverse plutôt bien le verre. Mais tu sais, la communication, la préparation, l'exécution de tout cela. Pour une guerre de choix,
On pourrait penser qu'ils auraient réglé ces détails avant de la lancer. Mais il est évident, Nima, qu'ils n'étaient pas prêts. Matt, how about Oui. the object- Matt, Do you qu'en have est-il des any objectifs? idea about the objective? As-tu la moindre idée de quels sont les objectifs de la guerre? Une idée de combien de temps ça pourrait durer? Parce que l'administration Trump devrait être honnête, au moins avec les responsables politiques américains et avec le peuple américain. Pourquoi fait-il cela? Quels sont les objectifs? Combien de temps ça prendra-t-il? Ont-ils la moindre idée à ce sujet? Do they have any sort of idea on that? Tu sais, hier, la Maison-Blanche a publié une déclaration. Donc au moins, nous avions quelque chose d'écrit qui exposait les 4 objectifs de la guerre. Jusqu'à présent, nous avions vu des objectifs changeants, tout comme nous avons vu Trump dire un jour qu'il est prêt à négocier, puis le lendemain qu'il ne va pas négocier, n'est-ce pas? Je veux dire, on a vu ça partout. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils improvisent, inventent au fur et à mesure. Mais cette déclaration de la Maison-Blanche d'hier se concentrait sur 4 points. Le premier, le programme de missiles, dont on a beaucoup entendu parler, même si, en réalité, pas vraiment avant, il y a quelques mois. Je veux dire, dans les cercles sionistes, oui, la Foundation for the Defense of Democracies et d'autres think tanks de ce genre parlaient tout le temps des missiles. Mais on n'entendait pas l'administration, le Congrès ou leurs relais dire « il faut arrêter le programme de missiles ». Avant, disons, il y a un mois ou deux, j'ai l'impression. Donc c'était sur la liste des objectifs. Il y avait l'élimination de la marine iranienne, dont je n'avais jamais entendu parler avant hier. Et maintenant, tout à coup, c'est le deuxième objectif de cette administration, éliminer la marine iranienne. Enfin bref, peu importe. Et puis, bien sûr, il y a cette idée de mettre fin à la relation de l'Iran avec ses alliés dans la région. Vous savez, on en a déjà parlé auparavant. Mais encore une fois, ce n'était jamais un objectif déclaré des États-Unis jusqu'au mois dernier, ou celui d'avant. Et puis enfin, les armes nucléaires ont été mentionnées dans la déclaration. Et je pense que c'est vraiment important, parce qu'il était question d'armes nucléaires, pas de programme nucléaire. N'est-ce pas? Cela semblait être, et encore une fois, cela pourrait être, l'incompétence de cette administration est stupéfiante. Donc cela pourrait simplement être un oubli. Mais je ne veux pas trop interpréter. Disons qu'ils avaient réussi à s'organiser, ou du moins à réunir une sorte de groupe de réflexion, et qu'ils avaient effectivement réussi à taper comme des singes sur un ordinateur cette déclaration, n'est-ce pas? Le fait qu'ils aient écrit « programme d'armes nucléaires » plutôt que simplement « programme nucléaire » pourrait indiquer qu'ils ne considèrent pas l'ensemble du programme comme leur objectif. Donc ils se sont éloignés, n'est-ce pas, de l'idée que l'Iran ne peut pas avoir de programme nucléaire civil du tout. Enfin, c'est ce qui est écrit noir sur blanc. Mais nous avons vu tellement d'autres déclarations sur les objectifs que c'en est, eh bien, c'est très confus. En ce qui concerne la durée, nous avons entendu différentes choses. Au départ, c'était, vous savez, peut-être une question de semaines. Puis nous avons entendu précisément de diverses parties de l'administration 4 semaines. Aujourd'hui, nous entendons Pete Hegseth parler de 8 semaines. Vous avez des sénateurs, des membres du Congrès, comme le sénateur Josh Hawley, qui est sorti du briefing en disant « ça me semble plutôt sans limite ». N'est-ce pas? Je veux dire, encore une fois, il y a cette confusion, ce manque de clarté est une expression bien trop faible, n'est-ce pas? Ces gens ne savent tout simplement pas ce qu'ils font. C'est remarquable, rien que par la profondeur de leur incompétence. Encore une fois, c'est une guerre de choix. Pourquoi tout cela n'a-t-il pas été préparé à l'avance? Et c'est pourtant le centre d'attention de cette administration depuis la première version de celle-ci, il y a 5 ans. Plus de 5 ans.
Donc en termes de durée, oui, je veux dire, c'est lié. Cette durée plus longue se rattache à ce dont je t'ai déjà parlé, ma conviction. Et je pense qu'on voit de plus en plus cela dans les rapports. Ils veulent encourager les séparatistes kurdes. Le fait que Trump ait appelé les dirigeants kurdes en Irak, Barzani et Talabani l'autre jour, eh bien, comme l'a fait remarquer un commentateur, il les a déjà appelés auparavant et il n'a jamais appelé Pahlavi. Donc, je veux dire, ça devrait en dire long aux gens. Mais cette idée qu'ils ne veulent pas de changement de régime, c'est encore autre chose. Sans trop insister, le président samedi, je crois, a dit quelque chose comme « Nous savons qui nous voulons pour remplacer Khamenei, mais nous les avons tous tués, n'est-ce pas ?» Tu sais, je veux dire, c'est d'une insipidité, d'une folie totale. Donc, vous aviez sur une feuille de papier ou sur un tableau quelque part une sorte de plan de succession. Évidemment, vous suiviez un schéma qui reflétait votre succès dans l'opération d'enlèvement de Maduro. Et l'idée, c'était d'éliminer le dirigeant suprême de l'Iran, puis que tout le reste s'aligne. Mais vous n'avez pas eu la chance d'exécuter ce plan. Non, parce que vous avez tué les personnes qui auraient remplacé le dirigeant suprême. Comment pouvez-vous dire que vous allez négocier avec des gens puis les tuer? C'est grotesque, macabre, une opération où la main gauche ignore ce que fait la main droite. Alors tu vois, tout ça, enfin, où est-ce que ça mène? Donc cette idée, pour moi, ma compréhension, c'est que ce sera ceci. Nous allons armer les Kurdes, nous allons essayer d'armer les Baloutches, nous allons essayer d'armer, vous savez, qui que ce soit. Et ensuite, nous allons continuer à les bombarder, exactement comme nous l'avons fait après l'Irak, de 1991 à 2003, où nous avons bombardé l'Irak en moyenne tous les 3 ou 4 jours pendant ces 13 années environ. Et nous allons semer le désordre en espérant obtenir un changement de régime. Et puis, bien sûr, si une guerre civile éclate et que l'Iran devient une nouvelle Syrie et que 500 000 Iraniens sont tués, eh bien, tant pis, parce que cela signifie que les Iraniens ne s'impliquent plus dans les affaires du Moyen-Orient. Ils luttent simplement pour se maintenir au pouvoir. Je pense que c'est l'état d'esprit que nous avons actuellement à Washington, D.C., ainsi qu'à Tel Aviv. Matt, avant que la guerre ne commence, j'ai vraiment essayé d'expliquer dans de nombreuses interviews que j'ai données à mon public que le cas de l'Iran n'est pas celui de la Syrie, ni celui d'aucun autre pays du Moyen-Orient. Il faut aller en Iran. Il faut connaître la société. Il faut connaître le peuple pour voir à quel point ils sont fiers d'être Iraniens. Quand on voit cela, peu importe qui les gouverne, ils sont fiers d'être Iraniens. Et ce sentiment n'a fait que s'amplifier. Je n'y étais pas allé depuis plus de 12 ans. Et quand j'y suis retourné, j'ai constaté que ces sentiments avaient atteint un niveau que je n'avais jamais vu auparavant. Et j'essayais de dire que si vous allez assassiner le guide suprême de l'Iran, cela ne changera rien. C'est un fait simple. Cela ne changera rien parce que c'est le système qui gouverne le pays. Ce n'est pas seulement, vous savez, le guide suprême. Tout ne dépend pas de lui. Mais personne ne semble comprendre la réalité de l'Iran d'aujourd'hui. Et maintenant, nous avons cette guerre, nous avons cet incident qui se produit. Et il me semble qu'au fil du temps, ils manquent de cibles. Ils ne savent plus où frapper. Et ils touchent beaucoup de civils en ce moment, parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent tout simplement pas. J'ai été stupéfait de voir à quel point ils sont aveugles en ce moment en Iran, compte tenu des cibles qu'ils choisissent. C'est incroyable pour moi, car on nous a toujours dit que le Mossad était si puissant, qu'il disposait de beaucoup de renseignements, qu'il savait où frapper, qu'il savait quoi faire. Mais la réalité de ce qui se passe actuellement en Iran montre à quel point ils sont en fait aveugles
à quel point il manque de discernement. They don't have any sort of not Il ne semble pas disposer d'informations ou de renseignements substantiels provenant d'Iran. because you on the map On peut littéralement trouver ces endroits sur une carte sur Google Maps et ils frappent des sites qui n'ont rien à voir avec le gouvernement, rien à voir avec le soi-disant régime. you know, with the so-called regime. There's a big story in the Washington Post. Il y a un grand article dans le Washington Post aujourd'hui sur la façon dont les États-Unis utilisent l'intelligence artificielle pour mener cette opération. Je ne sais pas pour toi, Nima, ni pour les personnes qui regardent et écoutent ceci, mais je suppose que tu seras d'accord avec moi. J'utilise beaucoup l'IA pour mes recherches, ou pour des choses simples. Comme tu sais, je vais à Phoenix. Peux-tu me dire quoi faire pendant 3 jours à Phoenix? Et c'est faux tout le temps. Donc si tu pars de ce constat que cette intelligence se trompe souvent, je vais te raconter une histoire. J'étais sous-lieutenant dans le corps des marines, en poste à Okinawa, et on m'a dit « Tu fais partie de l'équipe de planification des exercices de guerre en Corée. » C'est bien en 2000, n'est-ce pas? Tu vas être l'officier du génie pour le camp nord-coréen dans nos jeux de guerre. Et je suis tellement enthousiaste. Tu sais, je suis un lieutenant de 25 ou 26 ans. Je trouve ça génial. Alors je vais dans notre SCIF, notre coffre-fort pour le renseignement, et notre officier du renseignement sort les boîtes. Tu sais, à l'époque, c'était encore avant Internet, ou presque. Il sort les boîtes contenant tout le matériel de renseignement sur la Corée du Nord. C'était d'une nullité incroyable. J'aurais pu trouver de meilleures informations sur la Corée du Nord dans les encyclopédies que ma mère m'achetait au supermarché que dans ce que nous avions dans notre coffre-fort de renseignement. Je veux dire, c'est ça, la réalité du renseignement à tant de niveaux. Non. Donc, l'idée de « pourquoi bombardent-ils des écoles ?» C'est parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Maintenant, il se peut que ces bombardements deviennent plus délibérés, car je crains, et je pense que d'autres partagent cette crainte, que Israël, plus ce conflit dure, mette en œuvre sa doctrine de Dahia, où les pertes civiles deviennent l'objectif. L'idée est de punir, de blesser, d'appauvrir, de détruire la population. Et c'est ainsi qu'ils comptent gagner la guerre. Très semblable ici, bien sûr, c'est la banlieue de Beyrouth, la partie de Beyrouth dont cette doctrine tire son nom, parce que les Israéliens ont fait cela à plusieurs reprises au Liban. Mais tu sais, j'aimerais que tu viennes ici, Nima, et qu'on aille ensemble à Washington, D.C. Tu pourrais dire cela à certaines personnes. J'ai peur que tu te fasses arrêter à l'aéroport de Dulles en arrivant. Et malheureusement, ce n'est pas une hyperbole. J'aimerais exagérer, mais ce n'est pas le cas. Tu sais, je dirais ceci. Cette idée de guerre civile, et j'entends ce que tu dis, je dirais que lorsque tu parles à des Irakiens, des Syriens ou des gens de l'ex-Yougoslavie, ils disent souvent la même chose. D'après mon expérience, ce que j'ai vu avec les Irakiens, vous savez, ce sont des gens qui avaient des liens très étroits, surtout à Bagdad, n'est-ce pas? Entre sunnites, chiites et kurdes, ils se mariaient entre eux. Mais la force de la guerre, les éléments surhumains de la guerre, ont rendu tout le monde craintif. Et donc, seuls quelques-uns ont pu tirer parti de cette situation. Vous pouviez être sunnite, vivant à côté de vos voisins chiites depuis des décennies. Il pouvait être votre meilleur ami, votre fils avait épousé sa fille, mais maintenant, vous ne pouvez plus faire confiance à ses cousins. Et c'est pareil pour lui. Et c'est là toute la nature vraiment malade, grotesque, violente et perverse de la guerre. Elle provoque ce genre de choses. C'est pourquoi j'ai tellement peur pour l'Iran en ce moment. Parce que c'est bien cela l'idée. Ce n'est pas l'idée de Matthew O, c'est l'idée qui habite les esprits de ceux de Washington, D.C. et de Tel Aviv, qui n'ont aucun scrupule à voir un demi-million ou 1 million d'Iraniens mourir pour atteindre leur objectif.
un État vassal docile, un Iran détruit ou en train de se détruire, afin qu'il ne puisse pas interférer avec l'hégémonie israélienne et l'empire américain plus large. Mais bien sûr, je comprends ce que vous voulez dire. Je pense que ce que nous avons vu ces derniers jours, lorsque nous étions en Iran, ce furent les funérailles de toutes ces écolières qui ont été tuées, 168 écolières. Et tu as vu les Iraniens, des foules, des milliers et des milliers de personnes, sortir à ciel ouvert, sous un ciel rempli de drones, de missiles et d'avions. Et ce n'était pas tant, Nima, qu'ils étaient là pour faire leur deuil. Bien sûr qu'ils l'étaient. Ce n'était pas seulement qu'ils étaient là par solidarité, une solidarité nationale comme tu le décrivais, mais être sous ce ciel ouvert, avec des drones et des missiles américains et israéliens au-dessus d'eux, c'était un acte de défi. Et donc, pour en revenir à votre point, cette idée selon laquelle le peuple iranien va abandonner, n'est-ce pas, ou simplement commencer à se battre entre lui, ou que cela va être une affaire facile, comme Donald Trump l'a dit à plusieurs reprises, est une grave, très grave erreur. Et je pense que cette démonstration de deuil, de solidarité et de défi, encore une fois par des milliers et des milliers, probablement des millions de personnes dans les rues, est vraiment quelque chose qui devrait inquiéter tout le monde, Américains, Israéliens ou Européens. Il y a beaucoup d'Européens qui soutiennent cela. Nous le voyons sans cesse. Vous avez vu à quel point le chancelier Merz était euphorique avec Donald Trump l'autre jour à la Maison-Blanche. Je veux dire, cela devrait les inquiéter. Ce ne sera pas le cas, mais cela devrait. Matt, aujourd'hui, nous avons appris par le Washington Post que les États-Unis épuisent leurs missiles de défense aérienne si rapidement que l'armée pourrait n'être qu'à quelques jours d'être contrainte d'avancer avec des plans précis. Décider, tu sais, dans quelle direction réagir ou ne pas réagir, s'il faut défendre Israël ou non. Il semble qu'ils essayent d'une certaine manière de donner la priorité aux missiles destinés à Israël. Comment vois-tu ce problème, qui est sérieux? Aujourd'hui, j'ai parlé avec Laith Marouf, qui se trouve à Beyrouth. Il a dit que tout ce que le Hezbollah envoie rencontre très peu de résistance, très peu de choses venant d'Israël pour intercepter. En gros, tout ce que le Hezbollah envoie passe et atteint sa cible. Eh bien, on peut certainement spéculer, n'est-ce pas, Nima, et dire que peut-être c'est ce que les actes de la résistance auraient dû faire il y a 2 ans et demi, non? Maintenant, avec le recul, tout paraît évident, d'accord? Mais, vous savez, cette idée que les États-Unis et Israël sont surexposés, maintenant, ils doivent vraiment se battre. Je veux dire, le nombre d'attaques menées par la résistance irakienne, la résistance islamique d'Irak, contre les bases américaines. Des dizaines et des dizaines d'attaques en Irak, n'est-ce pas? Certes, nous n'avons pas encore vu les Yéménites entrer dans ce conflit. Je suis un peu perplexe à ce sujet. Mais, de toute évidence, le Hezbollah a décidé de participer. Dans quelle mesure, nous verrons bien. Mais, vous savez, eh bien, d'une part, nous avons vu aujourd'hui aussi le Pentagone dire qu'il s'agissait des drones Shahed que nous connaissons depuis des années. Ils les utilisent depuis 4 ans maintenant, en Russie. La Russie les a utilisés contre l'Ukraine. Je veux dire, il n'y a aucune excuse pour ne pas savoir. Nous avons, en gros, construit notre propre drone, le drone Luka. Si quelqu'un envoie une photo, c'est exactement la même chose que le drone iranien, parce que c'est un excellent drone, n'est-ce pas? Il fonctionne bien. Donc, pour une fois, les Américains ont, je pense, vraiment bien fait quelque chose. Qu'ils l'aient construit aussi bien que les Iraniens, c'est une autre histoire, mais au moins ils l'ont copié, non? L'imitation, ou le plagiat, étant la forme la plus sincère de flatterie, comme on dit. Mais vous savez, le Pentagone dit aujourd'hui que ces choses sont vraiment préoccupantes. Nous ne pouvons pas nous en défendre complètement. Et quand le Pentagone le dit d'emblée,
il est déjà en train de s'excuser, de se couvrir à l'avance pour d'autres attaques, n'est-ce pas? Donc si le Pentagone dit « Écoutez, il n'y a pas grand-chose que nous puissions faire contre ces drones. Nous n'avons tout simplement pas les moyens de les affronter. » Il est en train de dire « En somme, nous allons être touchés de plus en plus par ces engins. Et nous précisons dès maintenant, pour le dossier, que nous en sommes conscients. Alors ne venez pas nous accuser plus tard en disant que nous n'étions pas au courant, n'est-ce pas? » Cela devrait donc être très préoccupant. La question des stocks de missiles. Nous avons déjà vu cela pendant la guerre de 12 jours. C'est l'un de ces sujets sur lesquels, au fond, à quel point peut-on vraiment en être sûr? Mais la quantité de rapports à ce sujet et la manière dont la guerre de 12 jours s'est déroulée semblaient jouer en faveur de l'Iran. L'idée générale est que les frappes de B-2 lancées par Donald Trump relevaient en grande partie du théâtre, destiné à fournir un prétexte ou une conclusion à cette guerre de 12 jours, pour permettre à toutes les parties de sortir du conflit, je suppose, mais surtout aux Américains et aux Israéliens. Vous savez, il existe de nombreuses preuves qui soutiennent cette interprétation, et nous connaissons aussi les taux de production. Nous savons combien peu de ces missiles SM-2, SM-3, SM-6, Patriot et THAAD nous produisons réellement. Vous pouvez le chercher sur Google et trouver la réponse. Tout cela est public, accessible à tous. Donc oui, il y a de quoi s'inquiéter. Maintenant, combien de temps peuvent-ils tenir? Et puis l'autre question, c'est la profondeur. Quel est le volume des stocks de missiles et de drones de l'Iran? On en entend beaucoup parler, mais il n'y a pas beaucoup de certitude. J'ai tendance à adopter une position plutôt modérée à ce sujet. Mais vous savez, peut-être que l'idée est que les Iraniens n'en ont pas autant que certains le pensent. Mais il faut le vérifier, n'est-ce pas? Je veux dire, tu veux vraiment le découvrir par l'expérience. Tu veux vraiment le découvrir en continuant comme ça? Tu veux tenter ta chance et te dire que peut-être la menace iranienne de missiles et de drones, en termes de volume et de capacité, est suffisamment exagérée. Tu veux vraiment prendre ce risque. Tu veux vraiment lancer les dés? Je veux dire, on peut clairement voir à travers leur stratégie la manière dont ils mènent cette guerre et toutes leurs déclarations, ce qu'ils ont dit, surtout depuis juin dernier, à propos de cette guerre, qu'ils la mettent bel et bien en œuvre. Ils avaient dit que ce serait une guerre régionale. Ils avaient dit qu'ils la mèneraient de façon asymétrique. Ils ont dit qu'ils frapperaient les bases américaines dans toute la région, qu'ils s'en prendraient aux infrastructures ainsi qu'à d'autres installations pour provoquer des perturbations, bloquer les routes pétrolières ou attaquer des navires afin de créer des problèmes économiques mondiaux. Je veux dire, ils font exactement ce qu'ils avaient annoncé. Alors pourquoi ne penserions-nous pas que, si nous comprenons que le principal moyen de dissuasion de l'Iran et le point central de sa planification stratégique pour cette guerre ont toujours été sa flotte de missiles balistiques et de drones, nous devrions croire aux estimations les plus élevées à ce sujet. N'est-ce pas? Et donc, j'espère que c'est ainsi que le Pentagone envisage la situation. Je n'en sais rien. Même dans les meilleures périodes, il existe à Washington, D.C., des articles de foi intouchables que l'on remet en question à ses risques et périls, au risque de passer pour un hérétique. On vous considère comme peu sérieux si vous ne suivez pas leur ligne. D'accord. Comment ces talibans, ces types en tongs qui vivent dans des grottes, auraient-ils pu nous battre? N'est-ce pas? C'est ce genre d'article de foi dont je parle. Donc l'idée que les Iraniens se soient peut-être réellement préparés, je veux dire, on le voit. La confirmation de cela vient de sources comme The New York Times. Les frappes iraniennes réussies sur les équipements radars américains, le commandement et le contrôle
très réussi dès le premier jour. Alors, quiconque se moque des Iraniens ou pense que le fait que nous ayons coulé une frégate aujourd'hui avec l'un de nos sous-marins signifie réellement quelque chose pour la conduite de cette guerre, je ne sais pas quoi lui dire. Je pense que pour de nombreux pays de la région, c'est une question majeure. Quel est l'avantage d'avoir des bases américaines sur leur territoire? Exactement. Exactement. Oui. Vous savez, si vous êtes le Qatar ou l'Arabie saoudite et que vous avez maintenant mis fin à votre principale exportation, celle qui fait tourner votre économie, celle qui maintient votre monarchie au pouvoir, à quoi vous servent les Américains? Ils sont précisément là pour empêcher cela. Et cette guerre avec l'Iran, tout le monde le sait, n'aurait pas eu lieu sans les États-Unis et plus précisément sans leur soutien à Israël. Je pense donc que les monarchies du Golfe ont consacré beaucoup de temps et de capital l'année dernière, en particulier pour essayer d'établir une relation très étroite avec Donald Trump. Cela n'a pas porté ses fruits. Je pense que tout ce que nous avons vu l'an dernier, notamment, disons, en mai, lorsque Donald Trump a rendu visite à ces monarchies, et que le Qatar lui a ensuite offert un avion et tout le reste. Vous savez, l'idée, c'était que nous investissions aussi dans son entreprise de crypto et dans ses propriétés et son... Voilà. Donc l'idée, c'était que ça nous donnerait un levier, pas seulement une relation, mais un levier. Et quand quelque chose comme ça se produirait, nous pourrions décrocher le téléphone et dire « Vous savez, Président Trump, ne faites pas ça ». Et il nous écouterait autant qu'il écoute les Israéliens. Ils se sont clairement trompés là-dessus. Oui, mais, vous savez, enfin, il y a d'autres aspects aussi. Je pense que ces monarchies doivent être très inquiètes. Aucune d'entre elles n'est populaire. Et certaines, comme Bahreïn, sont fragiles. J'ai vu des rapports indiquant que les Saoudiens avaient envoyé des forces pour renforcer le gouvernement bahreïni l'autre jour. Les gens se souviendront, revenons à 2011, du gouvernement bahreïni, où la marine américaine a son quartier général de la 5e flotte, qui a brutalement réprimé le mouvement du printemps arabe à Bahreïn. Je veux dire, vous savez, l'adage dit que la guerre est un terrain fertile pour les conséquences imprévues. Et l'une de ces conséquences imprévues pourrait-elle être la chute de l'une de ces monarchies du Golfe? Cela pourrait-il en être le résultat? Je pense que c'est une possibilité également. De plus, cette idée selon laquelle il serait logique pour nous d'entretenir cette relation avec les États-Unis, où ils feront ce qu'ils veulent et où nous en paierons les conséquences, ne tient pas vraiment la route. Et je pense que c'est une question que j'espère voir posée dans toutes les capitales du monde arabe. Je sais que la Jordanie ne le fera pas. Je sais qu'Abdallah ne le fera pas, mais peut-être que certains autres le feront. Matt, il semble qu'à ce stade, l'Iran ait principalement frappé des cibles stratégiques à travers le Golfe Persique et les États arabes, en direction de la Jordanie, en direction d'Israël. Penses-tu qu'avec le temps, et sachant que quelque chose, dans les médias persans, on dit que la plupart des bases du Golfe Persique ont été neutralisées d'une manière ou d'une autre, du moins, c'est ainsi qu'ils le décrivent. Alors, quelle est la suite? Quelle est la prochaine phase du conflit? Si des attaques contre des civils commencent à se produire en Iran, quelle serait la stratégie des Iraniens vis-à-vis d'Israël, par exemple? Je pense que c'est une énorme escalade. C'est quelque chose que, vous savez, Israël est un petit pays. Ils ne peuvent pas supporter un tel impact. Donald Trump n'est pas prêt pour ça. Le système de défense aérienne n'est pas prêt pour ça. Parce que ces radars, tous ces radars qui ont été détruits sur les bases américaines, communiquaient d'une certaine manière avec les systèmes de défense aérienne. Ces bases sont la base du réseau de défense aérienne. Elles reçoivent des signaux de celles-ci.
Right. I mean, and that's one of the things. I mean, I don't know a lot Oui. about this. Enfin, c'est l'un des aspects. Je ne connais pas grand-chose à ce sujet. Il vaudrait mieux en parler avec quelqu'un comme Scott Ritter, qui s'y connaît vraiment. Mais en gros, le commandement et le contrôle, les aspects radars de ces batteries de défense aérienne doivent être à l'extérieur. Elles ont besoin d'une ligne de visée vers le ciel. On ne peut pas les enfermer dans du béton et s'attendre à ce que le radar fonctionne. Donc elles sont exposées, vulnérables. Je pense qu'il faut continuer à s'attaquer à cela, jusqu'à ce que le président des États-Unis et le premier ministre d'Israël soient confrontés chaque jour au fait évident qu'il ne nous reste qu'environ 30% de nos installations radars, n'est-ce pas? Vous savez, quel que soit le chiffre exact, leur faire comprendre que nous sommes à quelques instants, ou peut-être à un jour, d'un événement à perte massive très coûteux ici, parce que nous n'avons pas pu arrêter un missile. Et puis, tôt ou tard, cela finira par paraître dans le New York Times ou le Wall Street Journal, et alors ce sera, vous savez, j'en serai tenu pour responsable. C'est ce genre de raisonnement qui se cache derrière tout ça. Je ne pense pas, enfin, je crois que le peuple israélien est aussi résilient que n'importe quel autre face aux attaques de nations étrangères. Et en particulier, je pense que les Israéliens, parce qu'ils ont été conditionnés, certains diront endoctrinés. Je n'aime pas ça. Mais enfin, le récit est celui d'une nation assiégée, n'est-ce pas? Et ils disent que c'était nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ainsi que notre héritage biblique. Donc tout cela se déroule comme Dieu l'a voulu, n'est-ce pas? Ou comme c'est censé se passer, ou comme le destin l'a décidé. Si l'on ajoute à cela, je pense, une résilience naturelle d'une population face à ce type d'attaque, comme nous le disions à propos du peuple iranien. Cependant, la Jérusalem d'Israël est petite et elle possède certaines infrastructures critiques. Elle a aussi une communauté d'affaires très influente. Et donc, on pourrait s'en prendre aux infrastructures critiques, comme je pense l'Iran en possède. Excusez-moi, tous ces pays qui commencent par un « I », vous savez, c'est un peu facile de s'y perdre. Israël, vous savez, dépend, je crois, de 4 grandes usines de dessalement, n'est-ce pas? On pourrait s'en prendre à celle-là. On pourrait viser les différents champs et installations énergétiques, comme les lignes qui soutiennent l'approvisionnement d'Israël en gaz vers la Jordanie et l'Égypte. Non pas tant pour faire pression sur Israël, mais pour faire pression sur la Jordanie et l'Égypte. Si j'étais l'Iran, je répondrais certainement coup pour coup en matière de campagne de décapitation ou d'assassinat. Je veillerais à ce que rien de ce que Netanyahou a jamais touché ne reste debout. Vous savez, ce serait uniquement pour le bien de mon peuple, le peuple iranien, ainsi que pour faire comprendre à ses dirigeants qu'ils pourraient bien se retrouver à tout retenir, tout comme notre peuple l'a fait. Et puis, bien sûr, continuer à s'en prendre aux bases aériennes israéliennes. Je sais que la protection dont leurs avions bénéficient est plutôt bonne, mais il faut continuer à cibler ces bases aériennes, rendre les opérations sur les aérodromes aussi difficiles que possible. Bien sûr, maintenir l'aéroport Ben Gurion fermé, ce genre de choses. C'est là que, selon moi, l'attention de l'Iran devrait se concentrer. Mais le plus important pour les Iraniens, c'est la pression que d'autres nations exerceront sur les États-Unis. Je veux dire, cela semble être le point central ou un aspect clé de leur stratégie. Amener d'autres pays à faire pression sur les États-Unis, non seulement au Moyen-Orient, mais dans le monde entier. Et c'est ce que nous observons. Quelques navires ont récemment tenté de traverser le détroit d'Ormuz, et certains ont été touchés par l'Iran. Ce n'est pas si difficile. Cette idée selon laquelle les États-Unis vont envoyer la 5e flotte et escorter des pétroliers comme Ronald Reagan l'a fait en 1987 et 1988, c'est une illusion. Je veux dire, sans même parler de cette idée que nous serions censés en assumer la responsabilité. Les contribuables américains
seraient ceux qui rembourseraient ces compagnies maritimes lorsque leurs navires seraient coulés. Vous savez, les Américains le savent, n'est-ce pas? Donc je pense que la stratégie iranienne est solide. Elle est asymétrique. Elle vise des actifs de commandement et de contrôle de grande valeur, coûteux et presque irremplaçables. Elle a très efficacement étendu la guerre dans toute la région. Des missiles ont frappé la Turquie aujourd'hui. Tu sais, je veux dire, je pense qu'ils ont une stratégie à laquelle ils s'en tiennent. Les Américains, comme nous en avons parlé, ne semblent pas savoir ce qu'ils font. Ils ne semblaient même pas vouloir lancer cette affaire au moment où ils l'ont fait. Et je pense que maintenant, cependant, on voit, eh bien, si tu suis des gens en ligne, comme Natasha Bertrand de CNN, qui est généralement exécrable, mais qui sert de porte-parole à la CIA et au Pentagone. Donc, quand elle dit quelque chose comme « Les États-Unis vont commencer à envoyer des armes dans les territoires kurdes, des forces en Iran », eh bien, tu fais attention à ça, parce qu'ils veulent que nous le sachions. Et le fait que Donald Trump, Pete Hegseth et maintenant des membres du Congrès disent qu'il n'y a aucune restriction concernant les soldats américains en Iran, c'est significatif. On pourrait s'attendre à ce que ce soit les forces spéciales américaines qui interviennent pour aider le soulèvement kurde, quelle que soit la nature de ce fantasme qu'ils entretiennent. Mais à un certain moment, si la situation devient si grave que la première division blindée se retrouve de nouveau au Koweït et qu'elle s'apprête à traverser le Châtel arabe, vous savez, et à envahir le sud-ouest de l'Iran, je ne sais pas. Mais il est certain que les préparatifs d'une véritable campagne américaine dans l'ouest de l'Iran sont en place. D'autant plus que nous avons déplacé nos forces en Irak depuis Al-Assad, dans l'ouest du pays, dans la province d'Anbar, où elles soutenaient les opérations américaines en Syrie. Nous avons relocalisé toutes ces forces à Erbil, dans les régions kurdes d'Irak. Vous savez, cette capacité à soutenir les opérations est désormais présente, et il y avait déjà une certaine capacité auparavant. Mais on voit bien que ces éléments s'alignent, ce qui pousse à penser que c'est dans cette direction qu'ils vont aller. Et vous savez, la seule chose qui équilibre tout cela, en dehors des incertitudes générales de la guerre, car oui, tout peut arriver, c'est le fait que nous avons Donald Trump comme président. Littéralement, pendant que nous parlons, il pourrait être en train de faire une annonce sur Truth Social, ou peu importe le nom de sa version de Twitter, disant qu'il met fin à cette guerre. Oui, Truth Social. Mais vraiment, il se peut qu'en ce moment même, nous soyons en train de manquer une publication de sa part sur Truth Social annonçant que nous avons atteint nos objectifs. J'ai de nouveau anéanti le programme nucléaire iranien. Ils ont retenu la leçon. Ils ont intérêt à ne pas recommencer. La guerre est finie. Parce que c'est le genre de personne qu'il est. Donc je pense que, aussi grave que ça soit, c'est aussi une bonne chose. Parce que là où vous aviez, disons, un président comme George W. Bush, qui n'allait pas changer d'avis sur la guerre en Irak, quoi qu'il arrive. Vous savez, même après les élections de 2006, qui ont été un rejet massif de la guerre. Oui, Bush renvoie Rumsfeld, mais ensuite il nomme Gates, et ils envoient 60 000 soldats supplémentaires en Irak, ou quelque chose comme ça. Donc au moins, aussi dangereux que soit Trump, pour toutes les raisons qui le rendent dangereux, il y a peut-être un aspect positif dans le fait qu'il soit prêt à changer d'avis et à faire marche arrière quand il pense que c'est dans son intérêt. Matt, à qui s'adressent les propos que Pete Hegseth a tenus aujourd'hui? Voici ce qu'il a dit dès le début de son intervention. Je me tiens devant vous aujourd'hui avec un message clair et sans équivoque au sujet de l'opération Fureur épique. L'Amérique est en train de gagner de manière décisive, dévastatrice et sans pitié.
Oh, il essaie de reprendre le contrôle du récit ici, Nima. Je pense qu'on peut avancer un bon argument selon lequel les Iraniens ont actuellement l'initiative. Écoute, ça a toujours été prévu comme ça. C'est ainsi qu'Andy Bacevich a décrit la guerre d'Irak, non? L'université d'État de l'Ohio bat Bowling Green, tu sais, 64-3. Je veux dire, c'était toujours le résultat attendu. Et donc, la capacité des États-Unis et d'Israël à attaquer 150 villes et villages différents à travers l'Iran. D'accord. La capacité des États-Unis à détruire la marine iranienne. Très bien. Et après? Où cela mène-t-il? Et le fait que l'Iran ait mené sa part de cette guerre à sa manière et semble obtenir les résultats qu'il souhaite grâce à une stratégie à long terme. Je n'ai aucun doute que les Iraniens s'attendent à ce que cela dure 6 mois, 1 an, peut-être 2 ans, et qu'ils s'y sont préparés. Exactement. Et en plus, les Iraniens ont des objectifs politiques clairs en tête et un plan pour les atteindre, non seulement par des moyens militaires, mais aussi par des moyens politiques et économiques. Les Américains, eux, n'ont pas ça du tout. Nous ne l'avons pas du tout. Donc je pense que ce que nous avons vu aujourd'hui au Pentagone, c'était Pete Hegseth essayant de reprendre le contrôle du récit, essayant de faire croire que les États-Unis ont l'initiative ici. Cette idée que 5 jours après le début d'une guerre, on puisse déjà définir qui est en train de gagner, c'est absurde, c'est puéril. Honnêtement, tu es un enfant si tu parles de gagner ou de perdre en ce moment. Bien sûr, on peut dire que quelqu'un a l'initiative ou que les choses se passent mieux pour lui ou qu'il semble que son plan se déroule comme il le souhaitait. Mais qualifier cela de victoire, cela me rappelle beaucoup l'époque où j'étais en poste au Pentagone au début de la guerre d'Irak et où George W. Bush est passé un jour. C'était le même jour qu'un A-10 américain avait tué une douzaine de Marines américains à Nasiriyah. Dans mon rôle, je participais aux notifications de perte. Je me souviens du président Bush passant par là et le lieutenant-colonel Ed Logg, que Dieu le bénisse, et moi étions là. Nous étions là, au garde à vous, tu vois, comme on le fait quand le président passe. Et lui, tout excité, il voit qu'on est des marines, et il dit à moi et au colonel Logg, « On a gagné aujourd'hui grâce à vous, les gars. » Comme s'il s'agissait d'un match de baseball des Texas Rangers. Ensuite, il y avait une femme de l'Air Force qui avait cette poupée Flat Stanley, et Bush s'est tout emballé à ce sujet. Ils ont pris une photo ensemble, et il souriait jusqu'aux oreilles, riant et gloussant, comme à son habitude. Pendant ce temps, des marines américains venaient tout juste d'être décimés par un A-10 quelques heures plus tôt. Je veux dire, la façon dont Hegseth en parle, la façon dont d'autres dans l'administration en parlent aussi, c'est la même chose. Avant de me connecter avec toi, j'écoutais un peu Karine Jean-Pierre, la porte-parole de la Maison-Blanche, débiter sa déclaration. C'était, disons, dans l'esprit le plus... je ne sais pas, c'était juste comique. C'était caricatural, la façon dont tu étais ça, comme la représentation la plus caricaturale d'une porte-parole totalitaire à la manière stalinienne. Et c'était elle, aujourd'hui. Et tu sais, ce manque total de lien avec ce qui se passe ici, ce manque de compréhension de ce qui se passe ici. Je sais que Hegseth a servi dans l'armée. Je sais qu'il a été déployé. Il a un insigne de fantassin de combat. Je sais tout cela. Je pense que c'est un psychopathe. Et rien de tout cela ne l'a jamais affecté, comme cela affecterait une personne normale. Et je pense que c'est une chose qu'il faut garder à l'esprit en avançant ici. Nous n'avons pas affaire à des gens normaux. Nous n'avons pas affaire à des personnes raisonnables, rationnelles ou responsables d'une quelconque manière. Et c'est aussi quelque chose qu'il faut, je crois, garder sur notre feuille de calcul, sur notre bout de papier, pendant que nous essayons de comprendre la situation. Il est très très important de se rappeler que nous avons affaire à des gens déraisonnables, irrationnels et irresponsables.
Imagine, Matt, la guerre fait rage et ces États arabes sont frappés par des missiles iraniens parce que les États-Unis essayent de défendre Israël. Et toute cette guerre est due à Netanyahou et à son gouvernement en Israël. Ils ont voulu cette guerre. Juste pour rebondir sur ton point, peut-être que tu allais y venir, mais l'idée qu'ils vont commencer à rationner les missiles, est-ce que les Qataris, les Bahreïnis, les Émiratis vont recevoir ces missiles, ou bien est-ce qu'ils vont tous aller à Israël, n'est-ce pas? Oui. Exactement. Et tu vois, dans tout ce chaos auquel on assiste, tu sais ce que Tucker Carlson a rapporté hier. J'ai trouvé incroyable que 2 ou peut-être plus d'agents du Mossad aient été arrêtés en Arabie Saoudite et au Qatar parce qu'ils voulaient y faire des attentats. Oui, c'est ça l'idée. Voilà ce qu'il a dit, Matt. Here is what he said, Matt. It hasn't been reported, but it's a fact that last night, Cela n'a pas été rapporté, mais c'est un fait que la nuit dernière au Qatar et en Arabie Saoudite, les autorités ont arrêté des agents du Mossad qui prévoyaient des attentats dans ces pays. that doesn't make any sense. C'est étrange, cela n'a aucun sens. Pourquoi les Israéliens mèneraient-ils des attentats dans 2 pays du Golfe également attaqués par l'Iran? Ne sont-ils pas du même côté? Non. Israël veut nuire à l'Iran, ainsi qu'au Qatar, aux Émirats arabes unis, à l'Arabie saoudite, à Bahreïn, à Oman et au Koweït. And Oman and Kuwait. And they've succeeded. Je ne sais pas si je suis entièrement d'accord avec l'idée qu'ils veulent leur faire du mal, mais ils veulent effectivement les maintenir dans cette guerre. Ils veulent qu'ils y participent d'une manière offensive et ils veulent s'assurer qu'il n'y ait aucune pression de la part de ces pays sur les États-Unis pour mettre fin à la guerre plus tôt qu'Israël ne le souhaite. Je dois dire cependant que Tucker Carlson, en tant que gauchiste, tu sais, je ne vois pas quels journalistes font actuellement un meilleur travail que lui. Il fait vraiment un travail absolument remarquable. Si les gens n'ont pas vu cette interview avec Mike Huckabee, sans parler de Ted Cruz, que Donald Trump veut désormais nommer à la Cour suprême peut-être, ainsi que le reste de son travail, il fait vraiment un travail formidable. Oui, je veux dire, je n'en doute absolument pas. Les Israéliens ont une longue histoire d'opérations sous faux drapeau. Ils en menaient déjà avant même d'être une nation. Si l'on remonte et qu'on examine la manière dont l'Irgun et d'autres groupes en Israël agissaient dans les années 1930 et 1940, ils mettaient en scène des événements, qu'il s'agisse d'attaques contre les Britanniques ou contre les Arabes, pour justifier ces attaques. Les Israéliens ont donc une très longue histoire en la matière. La documentation et les preuves sont irréfutables. Quant à l'expression de soutien mutuel entre les États-Unis et Israël, oui, certainement. Je m'attends peut-être à ce qu'on voit encore ce genre de choses. Mais je veux mettre les gens en garde sur un point. Parfois, il faut appeler un chat un chat. Vous savez, parfois, ne retirons pas toute responsabilité aux Iraniens. Donc, si quelque chose est touché, cela pourrait-il être un faux drapeau? Oui. Mais nous avons également une politique et une stratégie iranienne consistant à s'en prendre à certaines cibles pour faire pression sur ces pays. Je pense donc que nous devons être prudents dans notre évaluation. Je devrais aussi dire que la vulnérabilité des États-Unis est très grande. Je veux dire, partout aux États-Unis, il suffit de regarder l'exemple des infrastructures électriques non protégées. N'importe qui avec un fusil, et cela représente une bonne partie de la population américaine, peut simplement se rendre à une centrale ou à un poste électrique, tirer quelques balles, repartir, et provoquer un problème électrique pendant 2, 3, 4 jours, voire plus longtemps. Si nous coordonnions cela à l'échelle du pays, 5 ou 6 groupes circulant et tirant sur des centrales électriques, ce serait un énorme problème pour le réseau électrique américain. Vous voyez ce que je veux dire?
Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres que nous pourrions donner concernant les infrastructures vulnérables ici aux États-Unis. Donc oui, nous avons déjà vu une attaque où apparemment l'homme aurait été inspiré par la guerre en Iran. Et, vous savez, en verra-t-on d'autres? Très probablement, très probablement. Et il faut noter que les États-Unis, en particulier avec leurs infrastructures, sont particulièrement vulnérables. Les personnes qui ont été informées par l'administration Trump de ce qui se passe réellement en Iran sont pour la plupart confuses, encore plus qu'avant. Elles sont entrées dans cette réunion avec une certaine idée et elles en sont sorties en disant « Nous ne savons pas ce qui se passe en ce moment. Nous savons, Matt, que la plupart des démocrates ne sont pas d'accord avec Donald Trump et son administration sur cette guerre contre l'Iran. Mais comment vois-tu le Parti républicain? Parce que j'ai vu Megyn Kelly. Elle a eu une interview avec Marjorie Taylor Greene et elle critiquait violemment Donald Trump, disant qu'il est en train de détruire les États-Unis, que tout ce pourquoi ils ont voté, il fait maintenant le contraire. Alors, comment vois-tu les mouvements politiques aux États-Unis face à cette guerre? Je pense que beaucoup d'Américains comprennent cette guerre de la même manière que le professeur de l'Université de Toronto, Fouad Azadi. C'est bien comme ça qu'on prononce son nom. Vous le connaissez? Comme il l'a dit sur Al Jazeera ce week-end, il considère que cette guerre en Iran provient de la classe Epstein, celle qui soit viole des petites filles, soit les bombarde. Et je pense que c'est ainsi que beaucoup d'Américains l'aperçoivent et la comprennent. Je veux dire, nous avons parlé de l'affaire Epstein à plusieurs reprises, et je crois que vous y avez consacré des épisodes entiers avec des personnes qui s'y connaissent bien. C'est tellement important. C'est vraiment important. Je veux dire, je me rends compte que, il y a 2 ans, je ne pense pas que j'aurais dit cela. Mais à mesure que j'ai compris ce que cela implique réellement, qui est impliqué et comment, c'est en fait une explication de notre société, de l'élite de notre société, de notre establishment et des institutions de cet establishment. Oui, je veux dire, j'aimerais pouvoir dire à ce professeur de Toronto, « Non, vous vous trompez complètement, ce n'est pas ce que nous sommes. » Mais je ne peux pas. Et quand on regarde les sondages d'opinion à ce sujet, un Américain sur 4 l'approuve. C'est tout. Ce sont les chiffres de ce week-end. Vous savez, quand George W. Bush a lancé l'invasion de l'Irak en 2003, le soutien était de 70-75%, atteignant même 80% dans certains sondages. En avril 2003, sa cote de popularité, celle de Bush, était de 81%. Le 1er mai 2003, George Bush atterrit sur le porte-avions et déclare que la mission est accomplie. 1 an et demi plus tard, il se représente à l'élection, alors qu'il est clair que la guerre n'est pas gagnée, que la mission n'est pas accomplie, et il est réélu. Et maintenant, quand on regarde les chiffres, un Américain sur 4, il continue quand même à aller de l'avant avec ça. Pourquoi font-ils cela? Pour qui le font-ils? Je pense que c'est ce que beaucoup d'Américains disent en ce moment. Et surtout, à mesure que la situation se dégrade de plus en plus, quel que soit le rapport économique que l'on consulte, les défauts de paiement sur les prêts automobiles, les dettes de cartes de crédit, le nombre de personnes vivant d'un salaire à l'autre, tout cela ne cesse d'augmenter. Ainsi, alors que les Américains ressentent la pression d'un système qui ne fonctionne pas pour eux, qui n'est pas conçu pour eux, le coût de la vie, les charges qui augmentent de façon exponentielle, il semble qu'en voyant ces guerres se dérouler, on soit obligé de se demander au bénéfice de qui. Et le fait qu'ils soient prêts à mener cette guerre alors qu'à peine 1 sur 4 la soutient. Je pense que les républicains qui le soutiennent sont simplement, c'est incroyable à dire, sur la même ligne que les démocrates.
parce que le fait que les démocrates, en tant que parti, n'aient pas fait de ce sujet leur principal thème de campagne pour les élections de mi-mandat cette année est stupéfiant. Le fait que Hakeem Jeffries et Chuck Schumer, les dirigeants du Parti démocrate à la Chambre des représentants et au Sénat américain, aient été aussi vagues et indécis, et que ce ne soit qu'il y a un jour ou deux que Jeffries ait déclaré qu'il mobiliserait des votes pour la résolution sur les pouvoirs de guerre, ce qui signifie que ce serait effectivement la politique de sa direction d'inciter ses membres à voter pour, est tout simplement incroyable. Il a seulement dit qu'il allait faire ça il y a un jour ou deux. Les commentaires de Schumer hier étaient incroyablement vagues, du genre « Oh, ça n'a pas l'air de bien se passer, mais nous ne pouvons pas permettre à l'Iran d'avoir une arme nucléaire. » D'accord. Je veux dire le fait que les démocrates ne parviennent même pas à saisir cette occasion. Oui, certains l'ont fait et certains sont vraiment bons sur ce point. Mais le fait que les démocrates ne semblent même pas capables de saisir cette occasion contre Donald Trump montre bien. Cette guerre, c'est pour qui? Pourquoi font-ils cela? Et les républicains qui pensent que, oui, tout va s'arranger, je pense qu'ils sont soit stupides, soit tellement loyaux ou tellement effrayés par Donald Trump qu'ils ont peur de franchir la moindre ligne. Oui, merci Matt. Comme beaucoup de gens posent des questions sur le peuple kurde, autant que je sache, il n'y a pas de mouvement kurde actif à l'intérieur de l'Iran. Mais pour ceux qui viennent de l'extérieur, principalement d'autres pays, je sais qu'on avait beaucoup préparé pour eux. C'est ça. Oui, je veux dire. Certains rapports indiquaient que certaines forces kurdes syriennes étaient déplacées. Et cette relation entre les Syriens et les Américains dure depuis très longtemps maintenant, non seulement en Syrie, mais aussi en Irak. Oui, absolument. Dans toute société où vous allez, il y aura des séparatistes. Il y aura des gens qui veulent enfin, dans toute société, vous trouverez cela. Mais, vous savez, pour revenir à votre point, je ne pense pas, enfin, j'espère, que ma compréhension de la guerre et du développement des guerres civiles et de la façon dont elles fracturent les populations, comme en Yougoslavie, en Irak, en Syrie ou en Libye. J'espère me tromper à ce sujet. Et vous savez, vous connaissez bien mieux que moi le peuple iranien, c'est certain. Merci. Merci beaucoup, Matthew Ho, d'être avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir comme toujours. Merci Nimal Khorshid.